Bonsoir à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du magazine Tac au Tac, votre magazine sociopolitique et culturel, un magazine un peu touche à tout, qui dit tout sur tout, qui reçoit tout le monde et qui laisse parler son invité librement. Et je tiens à vous signaler que désormais ce magazine est bilingue, nous allons parler français, un peu lingala, tout simplement parce que nous traversons une période électorale et pendant la période électorale, il faut tenir compte de la communication. Donc, c'est une période de la communication. Bon, voilà, il faut parler un peu de lingala pour bien faire passer le message à tous nos téléspectateurs qui nous suivent de partout. Voilà. Alors, ce soir, je reçois pour vous un homme politique qui n'est même plus à présenter. Il s'agit tout simplement de Monsieur Dieudonné Mwenze. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue madame. Dans Tac au Tac Magazine. Dieudonné Mwenze, vous êtes membre du Conseil national du PPRD et communicant de la majorité présidentielle. Tout à fait. Et voilà. Et je signale que c'est votre deuxième passage dans Tac au Tac Magazine. Est-ce que je puis savoir ce qui vous a motivé de revenir dans cette émission? Bon, vous l'avez dit, madame, je crois que le fait qu'on laisse parler librement les invités, je crois que c'est déjà un atout important. Et l'émission a cette spécialité de nous laisser parler sans tabou. Je me rappelle qu'à ma dernière émission, qui était en principe la première en même temps, c'est que j'étais beaucoup plus libre pour m'exprimer. Voilà. Et j'ai senti que, pas simplement que vous posiez des questions qui sont les vôtres, mais vous étiez en même temps en train de relayer ce que dit l'opinion. J'ai compris que c'était une émission importante et à laquelle il fallait passer de temps en temps, pas simplement pour répondre aux questions des journalistes, mais répondre aussi aux questions de l'opinion et ainsi tenter d'éclairer davantage ce qui s'est dit dans le public. Je crois que c'est aussi important que l'on passe de temps en temps dans une telle émission. Ah oui, c'est ça. Je suis très contente. Moi, ça me fait énormément plaisir de voir les invités revenir dans l'émission. Pour moi, je me dis que c'est quand même une belle émission. Hein? Donc, on met tout le monde à l'aise. Et ben voilà. Alors, Monsieur Dieudonné Mwenze, une question. Hein? C'est une parenthèse. Avez-vous fait la politique une profession? Non, je ne pense pas que moi je peux faire de la politique une profession. J'ai toujours déconseillé ça à plusieurs, en commençant par moi-même. Donc, dans la vie, il faut savoir faire une profession. Mais si vous avez une vocation politique, il faut aussi la faire, et savoir la réaliser, comme moi par exemple. Mais comme nous disons toujours que la politique ne doit pas permettre à quelqu'un de faire carrière, donc on ne fera pas carrière en politique. Tant qu'on est encore là, on fait bien sûr cette politique, on sert la population, mais le moment viendra où nous allons nous retirer de la politique. Je voudrais rappeler à l'intention de l'opinion que je n'ai pas commencé avec la politique, même si au départ déjà sur le banc de l'école, j'avais des atouts politiques, et plusieurs me le disaient, même les membres de famille, mais j'avais choisi d'être dans une société comme employé. C'est ainsi que j'ai fait plus de 15 ans dans une société de chemin de fer, comme cheminot, comme nous le disons souvent. C'était à Lubumbashi, à la SNCC, la Société nationale des chemins de fer du Congo. Mais on a commencé un peu comme OCS, et puis finalement Césarail, et puis finalement SNCC. J'ai fait plus de 15 ans à la direction financière, où je suis sorti avec le grade de directeur. Ah donc, oui, et que répondez-vous? Je n'ai pas fait carrière, mais c'est vers les années 2006 que j'ai compris que je pouvais bien commencer la politique, et surtout avec l'entrée de l'AFDEL. Et là, j'ai commencé c'était en 1996, et j'ai commencé de plus en plus à prendre goût de la politique, et pas simplement prendre goût, mais à l'exercer. C'est ainsi que j'ai été dans l'AFDEL, et puis finalement dans le CPP, Comité de pouvoir populaire, et puis finalement, nous avons été les premiers à implanter le PPRD, et jusqu'à aujourd'hui, je suis dans ce PPRD. Je ne suis pas celui qui navigue à vue, qui est tantôt le matin ici, le soir là-bas, non. Je suis resté, et si vous voyez bien mon profil ou mon cursus politique, je suis resté fidèle à moi-même. J'ai commencé avec l'AFDEL, je suis allé avec le CPP, et puis finalement avec le PPRD. Mais bien avant, il faut avouer que vers les années 1990, lorsque le pays était
engagé sur cette voie de la démocratisation par le fait maréchal Mobutu. Nous avions commencé avec les partis pratiquement de la province au niveau du Katanga. D'abord c'était le FENADEC, et puis finalement on s'est recherché avec l'UFERI. Bon, mais vous comprenez qu'on était encore tout petit, on était en train de tâtonner un peu pour voir comment il faut faire la politique. Mais finalement, on s'est engagé de manière irréversible dans le PPR. Donc, vous êtes vraiment un politique engagé. Mais que répondez-vous à tous ceux qui pensent que non, M. Dieudonné Moïse est un fanatique, un vendu? Non, je crois que je ne suis pas fanatique. Parce qu'il paraît, selon vos analyses, hein, les gens se posent des questions. Non, je parle avec conviction. Je parle avec conviction. Bon, vous êtes trop fanatique. Je concède les observations et les analyses des uns et des autres à ces gens-là. Ce ne sont pas des analyses par procuration? Je pense que ce sont des analyses biaisées. Puisqu'en principe, je ne suis pas fanatique. Tous ces gens qui m'ont déjà suivi de plus près, puisque dans un premier temps, quand vous suivez mes analyses, vous pouvez penser que je penche vers tel ou tel autre, mais quand vous suivez de plus près l'ensemble de mes analyses, je suis l'homme le plus indépendant d'esprit. Et d'ailleurs, on me le dit un peu plus partout, et même dans ma famille politique. Donc, je suis beaucoup plus indépendant d'esprit, mais très souvent poussé par le sentiment objectif. Je reste beaucoup plus objectif dans ce que j'ai dit, et même si ça ne peut pas plaire à quelqu'un, mais je préfère le dire puisque ça vient de ma conviction personnelle. Donc je suis un homme de conviction, je suis beaucoup plus objectif, et d'ailleurs ça m'attire généralement d'ennui, hein, madame. Ok, le message est passé, hein, pour tous ceux qui pensaient que M. Dieudonné Moïse est un fanatique, un vendu, je ne sais pas, on l'achète. Non, pas vendu, pas vendu. D'ailleurs, non, sur ce point-là, madame Nicole, je crois que ceux qui doivent m'acheter ne sont pas encore nés. Ce n'est pas facile de m'acheter moi. D'abord, vous allez m'acheter avec engagé et que vous je suis engagé en politique. J'ai un cursus en même temps politique qui ne me permet pas, professionnel, qui ne me permet pas d'être vendu facilement. Je rappelle que j'ai fait tout un mandat à l'Assemblée nationale comme député national de 2006 à 2011. Donc, je ne pense pas que je peux me laisser vendre. Mais s'il y a des choses à dénoncer, vous dénoncez quand même, hein, dans votre parti. Parce mais que je le faisais tous les jours. Même quand j'étais député, je le disais, et jusqu'aujourd'hui, je continue. Je vous ai dit entre parenthèses que ça me cause toujours d'ennui. Ah ok, c'est bon. Alors le message est passé, c'était une parenthèse, donc je la ferme. Voilà. Monsieur Dieudonné Moïse, tac au tac, c'est parti. Ça c'est la première question. Ben voilà. Des voix parlent de plus en plus d'un possible report des élections du 23 décembre. Il paraît que la CENI ne serait pas prête, hein, mais elle ne l'avoue pas. C'est aussi votre constat. Bon, je l'ai dit tout à l'heure, c'est dans un esprit objectif. Je l'entends de plus en plus. Je suis dans les médias et je suis sur le net. Je lis ça de plus en plus. Donc, beaucoup de gens parlent plus de la transition. De la transition, oui. Bon, mais ceux qui parlent de la transition sont qui? Je crois que c'est une question. Et pour quel intérêt? Une question qu'il faut se poser. C'est que je constate simplement que il y a réellement beaucoup de gens qui pensent qu'il faut avoir une transition. Et ils ne le pensent pas simplement aujourd'hui. Je crois qu'il y a un temps où d'autres ont même parlé d'une transition sans Joseph Kabila. Et donc, je crois qu'il s'agit d'une proposition qui ne repose sur rien. Dans ce sens que... Selon vous, la CENI est prête, hein, oui, c'est ce que j'ai dit. J'ai dit qu'il s'agit d'une proposition qui ne repose sur rien. Sur rien. Dans ce sens que... La CENI, qui est le pouvoir organisateur des élections reconnu par la Constitution, en son article 211, nous confirme tous les jours qu'elle est engagée à pouvoir nous amener vers les échéances électorales à la fin de cette année. En plus de cela, toutes les autres institutions engagées dans ce processus, notamment le gouvernement de la République, notamment le Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, mais aussi le CNSA, mais toutes ces institutions nous disent tous les jours qu'il n'y aura pas possibilité de reporter les élections. Nous devons les avoir cette année et précisément en date du 23 décembre 2018. Bon, je ne vois pas pourquoi on peut développer un sentiment pessimiste. Moi, je reste dans la logique que
nous allons aller vers les élections et que l'idée de transition qui suppose aussi des négociations et des conciliabules, il faut vraiment écarter ça puisque ça ne va pas résoudre la crise. Peut-être que c'est par rapport à la machine à voter. La machine à voter qui est au centre d'une controverse. Il y a 11 candidats présidents qui exigent sa mise à l'écart immédiate. La CENI ne peut-elle pas les écouter? Bon, il est vrai que les voix se sont levées, surtout dans le camp de l'opposition, pour dénoncer cette initiative, la machine à voter. Mais nous avons toujours rappelé ça plusieurs fois, que la CENI n'est pas arrivée à recourir à la machine à voter sur une base nulle, non. C'est sur base de l'accord de la Saint-Sylvestre, l'accord du 31 décembre 2016. Et d'abord, je signale que je ne suis pas porte-parole de la CENI, et je ne communique pas pour la CENI. La CENI est le pouvoir organisateur pour nous tous, et la majorité est l'opposition. Mais vous êtes un Congolais, mais en tant qu'acteur politique, j'ai un point de vue à émettre, mais qui peut aller dans le même sens que le point de vue de la CENI. Donc, il ne faut pas que les gens comprennent ça autrement. Ils diront encore que je suis fanatique et je suis vendu. Alors, j'ai dit simplement que la CENI a recouru à une disposition de l'accord de la Saint-Sylvestre. Cette disposition, je crois, se trouve au point 4.4, qui dit que la CENI a l'obligation de recourir d'explorer, j'utilise les mots de l'accord, d'explorer les voies et moyens pour rationaliser le processus ou l'organisation des élections et les rendre le moins coûteux. Il est vrai que je n'ai pas peut-être pour le rendre moins repris. Coûteux, il faut la machine à voter. Non, oui, je crois que ça a été dit. C'est-à-dire, il faut que le processus soit le moins coûteux possible. Et dans cette imagination, je crois que ça a commencé même depuis longtemps avec le fait Abbé Malou Malou. Corneille Nangaa, le président de la CENI, avec toute son équipe, puisqu'il ne faut pas qu'on pense que c'est l'initiative d'une personne qui est Corneille Nangaa. Non, je crois que c'est l'initiative de toute la CENI où vous avez toutes les tendances, opposition, majorité, même société civile. Ils se sont rendus compte qu'ils peuvent recourir à une machine. Une machine qui pourrait s'appeler machine à voter. Ça, c'est un problème de dénomination, on peut l'appeler comme on veut. Les autres appellent ça imprimante. Mais cette machine a la possibilité... Les autres appellent aussi machine à tricher. Non, je crois que là, ils le font réellement par fanatisme, comme vous le dites. Par fanatisme, puisqu'il y a des gens qui sont plus fanatiques de ceux qui dénoncent cette machine, des fois sans argument solide. Alors, ils ont compris qu'ils peuvent recourir à cette machine, qu'on peut appeler machine à voter. Mais l'avantage de cette machine, c'est quoi? C'est que ça résout un sérieux problème que nous avions connu en 2006 et en 2011. Le sérieux problème, c'est lequel? C'est le volume des bulletins de vote. Essentiellement d'abord, avant de passer à une autre dimension. Essentiellement, le volume important des bulletins de vote. Rappelez-vous, madame, je vais terminer s'il vous plaît. Rappelez-vous qu'en 2011, je parle d'une expérience récente de 2011, on avait dans la ville de Kinshasa, par exemple, un volume important de bulletins, que les lecteurs, à un certain moment, ne savaient même pas trouver son candidat dans ces papiers-là, puisque tellement que c'était important. Et à un certain moment, puisqu'on parle toujours d'un scrutin secret, les gens ne gardaient plus le secret, puisqu'ils étaient obligés de poser la question à l'entourage pour dire « je cherche le candidat X, cherchez-moi, aidez-moi à le retrouver ». Donc il n'y avait plus de secret. Et chaque fois que l'on terminait à faire ce vote, on pliait le bulletin, on avait même difficile à introduire le bulletin dans l'urne, puisque dès que l'on a plié ce bulletin 2 fois, ça devient un volume comme ça. 3 fois, 4 fois, ça devient plus gros qu'on n'a même pas la possibilité de mettre là-dedans. Alors la CENI a compris qu'on a la possibilité cette fois-ci, comme il sera question d'un scrutin et de 3 scrutins qui seront combinés, on a la possibilité d'avoir un seul papier qui sera imprimé par une machine, mais sur ce papier, vous aurez les 3 choix de l'électeur. C'est-à-dire vous avez le choix de son candidat président de la République, le choix de son candidat député national et le choix de son candidat député provincial le même jour. Et je crois que c'est ce qui a été imaginé et ça permet aussi la manipulation aisée de ce bulletin de vote, même le déploiement de ces bulletins de vote sur les sites. Vous savez, nous sommes un pays continent, déployer ce genre de bulletins, quand ça prend des volumes importants, ce n'est pas facile, mais quand c'est un seul papier qui va être utilisé par chaque électeur, je vous dis que si nous sommes à 40 millions, comme aujourd'hui, d'électeurs, on a la possibilité d'utiliser 40 millions de papiers simplement.
Alors qu'avec l'ancienne expérience, c'est 40 millions multipliés par autant de papiers, puisque chacun devait avoir 200 papiers ou 300 papiers ou 400 papiers. Pour l'élection présidentielle, c'était un bulletin à part. Pour l'élection législative nationale, je parle de 2011, c'était également un bulletin à part. C'était tellement volumineux. Je crois que l'expérience nous permet de diminuer réellement le coût des élections. Monsieur Moïse, le problème de la machine à voter est juridique. Hein. Il faut savoir, la loi interdit le vote électronique pour ces élections. Hein? Il semble que la CENI n'en fait qu'à sa tête. Non, j'ai appris cette analyse. Oui. Vous pouvez terminer. Oui, parce que là, vous venez de dire que non, en 2006-2011, il y a eu un problème avec des bulletins de vote, mais la loi électorale n'a pas prévu la machine à voter. Monsieur Moïse, j'ai entendu, j'ai suivi, j'ai entendu cette analyse mais pourquoi de la part de beaucoup de nos compatriotes. Non, non, il y a d'abord un problème de base légale de cette machine, parce qu'il y a des gens qui s'interrogent beaucoup plus pour savoir est-ce qu'il y a une base légale de cette machine. Moi, je crois que la base légale existe, puisque lorsque vous parcourez la loi électorale, cette loi qui a été publiée en 2006, révisée en 2011 d'abord, puis en 2015, puis en 2017. Cette loi, dans sa révision de 2015, dit explicitement ceci en son article 47, alinéa 1er. Il est autorisé à la République démocratique du Congo de recourir soit au vote manuel avec bulletin papier, soit au vote électronique. Ça, c'est l'article 47 de la loi électorale. Mais lorsque vous parcourez la même loi vers la fin, à l'article 237 terre, puisque les gens en parlent beaucoup, le premier alinéa dit ceci, que le vote électronique ne peut pas être utilisé pour le scrutin ou pour les élections en cours. Je parle bien des élections en cours. Ça, c'est la loi électorale qui le dit. Et nous étions en février 2015. La loi a été publiée en février 2015, avec la révision de 2015 au mois de janvier. Rappelez-vous des troubles qui ont eu lieu dans cette ville. C'était avec cette loi-là. Et lorsque nous nous interrogeons pour dire qu'est-ce que la loi veut appeler élections en cours, les élections en cours ne sont pas les élections de 2018. Nous étions en 2015. Les élections en cours, ça veut dire qu'au même moment que la loi a été promulguée, il y avait en vue quelques élections qui se préparaient. Je crois que c'est du français simple. Donc, on doit savoir que c'est du français simple, c'est-à-dire qu'il y avait quelques élections qui se préparaient. Rappelez-vous, madame, et l'opinion va se rappeler qu'en 2015, nous avions un scrutin important. C'était des élections provinciales. Les élections provinciales qui étaient programmées. Les élections, mais qui n'ont pas eu lieu. Oui, qui n'ont pas eu lieu, heureusement. C'était des élections qui étaient programmées en mi-2015. Et la loi parlait des élections en cours, puisque le processus était déjà entamé. Ce qui fait que, puisque comme vous savez, les élections, ce n'est pas simplement les jours de l'élection, c'est aussi la période préélectorale. Donc nous étions déjà pratiquement dans une période des élections. Et en cours, c'était pendant l'année 2015. Et alors, pour ces élections-là, non, je crois qu'il faut clarifier les choses. Et pour ces élections-là, la loi électorale le disait clairement qu'il ne faut pas recourir à un vote électronique pour des élections en cours. J'insiste bien, pour des élections en cours. C'était des élections provinciales de 2015. Ah, c'est pas les élections... Non, mais... S'il vous plaît, madame. La loi est de 2015. De 2015. Et un texte de la loi va dire les élections en cours, alors qu'il s'agit des élections de 2018. Vous pensez que depuis 2015, les élections de 2018 sont des élections en cours? Non, il ne s'agit pas des élections en cours. Puisqu'en 2015, on n'avait pas encore ce genre d'élections. On n'avait pas ces trois scrutins. Ces trois scrutins dont nous parlons aujourd'hui sont nés où? Sont nés de l'accord de la Saint-Sylvestre. Soyez bref, donc vous êtes pour la machine à voter, donc c'était pour... non, je parlais de la base légale. La base, c'était pour les élections en 2015. Hein? Oui, j'ai parlé de la base légale. Mais je voulais aussi ajouter quelque chose pour dire que même lorsque vous visitez la machine elle-même, il ne s'agit pas d'un vote électronique. Puisque là, je parlais d'un vote manuel et du vote électronique. Même si on avait un vote électronique, on avait la possibilité de s'appuyer sur l'article 47 de la loi électorale pour justifier son utilisation. Mais aujourd'hui, il ne s'agit même pas d'un vote électronique. Nous l'avons dit plusieurs fois. Madame, rassurez-vous que lorsque l'on parle d'un vote électronique, le mot le dit bien électronique. Il n'y a rien de physique. Il n'y a rien de palpable. Il n'y a rien de dur.
Vous avez expérimenté quand même cette machine. Tout est virtuel. Non, s'il vous plaît. Tout est virtuel. C'est pour cela qu'on appelle électronique. Lorsqu'on vous dit que votre téléphone est électronique, c'est puisque son fonctionnement n'est pas visible. Son fonctionnement est électronique. Lorsque vous envoyez un message, on ne sait pas voir un message. Lorsque vous recevez un message, on ne voit pas un message. Mais pour la machine, nous disons bien qu'il s'agit d'un vote manuel. Puisque vous aurez un bulletin de vote, puisque dans le vote électronique, vous n'avez pas un bulletin papier, vous aurez un bulletin papier avec les 3 choix, mais vous allez avoir l'urne où vous allez jeter votre bulletin et le dépouillement va se faire manuellement pour savoir monsieur X a eu combien de voix, monsieur Y a eu combien de voix. Alors que dans le vote électronique, vous n'avez pas toutes ces pièces-là physiquement. Vous n'avez pas l'urne, vous n'avez pas le bulletin papier et le dépouillement n'est pas manuel. Le dépouillement se fait également électroniquement. Donc il n'y a pas une raison de rejeter, c'est un vote manuel, mais qui est assisté par une machine à voter. Bon, si la CENI persistait, on dirait que... Bon, si la CENI persistait avec la machine à voter, on dirait que le décor est déjà planté pour la contestation et la publication des résultats. Non, je crois que c'est ce qu'il faut éviter, ces conflits. Parce que déjà l'opposition n'est pas d'accord, ne veut pas de cette machine. Non, donc la plupart des gens sont contre cette machine. Je vais revenir sur le point de vue de l'opposition, mais je crois que c'est ce qu'il faut craindre. C'est-à-dire la contestation des résultats. C'est vrai que c'est monnaie courante lorsque nous sommes en Afrique, mais nous pensons que nous devons abandonner cette habitude petit à petit et comprendre que les élections les plus saines au monde n'existent presque pas. Il s'agit d'une œuvre humaine qui est perfectible, mais il faut comprendre simplement que... Mais c'est juste aussi même sur les réseaux sociaux, la majorité prend pour exemple la Belgique qui a voté ses bourgmestres avec la machine à voter. Oui, je crois que sur le net, nous recourons à ce genre d'exemples puisque nous ne sommes pas seuls sur cette terre. Mais il y a quand même des gens qui sont... Dernier temps, nous savons que le courant ne passe pas entre la Belgique et la RDC. Oui, aujourd'hui, sur le plan des analyses politiques... Mais la Belgique n'est pas la RDC. Hein, oui, sur le plan des analyses politiques, nous ne sommes pas d'accord avec la Belgique. Sa façon de penser, son esprit impérialiste, sa nostalgie à vouloir recoloniser les Congo. Parce qu'aujourd'hui, vous dites que non, la Belgique a... Si je peux terminer, j'ai compris vos questions. Donc, sa nostalgie à pouvoir recoloniser les Congo, nous ne sommes pas d'accord avec la Belgique. Et surtout avec les autorités belges. Il ne faut pas penser que c'est toute la Belgique. Il y a des Belges qui ne pensent pas comme RNDS, qui ne pensent pas comme tous les autres. Mais il faut aussi comprendre que la vérité, c'est quoi? C'est que en Belgique, dernièrement, on a recouru à une machine à voter. Et le vote était essentiellement électronique d'abord, puisque même le dépouillement s'est fait électronique. Nous avons... Mais avant ça, nous avons eu aussi le Brésil, qui a recouru même à l'urne électronique. Mais si ça peut se passer, mais la Belgique dit aussi que la Belgique a des problèmes aussi avec cette machine après. Hein, oui, vous savez, c'est ce que j'ai dit. Combien de plus forte raison que nous, parce que nous, on a un sérieux problème d'électricité. Je ne sais pas si dans nos... Madame, en 2006, nous n'avons pas connu. En une journée. Est-ce qu'en 2006, nous n'avons pas connu de problème? Nous avons connu également des problèmes, alors que nous n'avions pas cette machine. Donc, c'est vous dire, comme je l'ai dit tout à l'heure, il s'agit d'une œuvre humaine. Et toute œuvre humaine a des imperfections. Il est vrai que nous n'allons pas avoir des élections tout à fait saines totalement. C'est vrai qu'il peut y avoir des petits problèmes, mais il faut savoir les régler. Donc, la position de l'opposition, je crois qu'elle cache quelque chose. Lorsque vous avez introduit cette émission, vous étiez en train de me parler d'une transition qui était voulue par certains. Mais c'est essentiellement par cette opposition. Cette opposition qui déjà, depuis 2016, avait pensé chasser Kabila, le président, de son fauteuil. C'est important, il faut que je termine l'idée pour que je me perde. Alors, cette opposition pense toujours à une quelconque transition. C'est une façon pour elle, je parle de l'opposition, pour pouvoir accéder facilement au pouvoir public, et deux fois par de voies qui ne sont pas des voies légales. Puisqu'en principe, lorsque l'on veut parler d'une transition sans Joseph Kabila, c'est bien beau, c'est une phrase courte. Mais ça sera un coup dur pour la CENI. Oui, non, c'est une courte phrase que l'on prononce, mais il faut s'imaginer qui remplacera Kabila. Les gens ne disent jamais qui va remplacer Kabila. Et si on peut citer X ou Y, mais il faut nous dire par quel mécanisme... Non, Kabila est irremplaçable quand même. Non, dans une transition. Je parle bien d'une transition, puisque ce n'est pas légal. La Constitution ne prévoit pas de transition. Lorsque les gens soutiennent l'idée de la transition, c'est-à-dire qu'ils veulent, puisqu'ils disent ouvertement, c'est avec et sans Joseph Kabila. Oui, à ce moment-là, c'est qu'ils s'imaginent
comment il faut remplacer Joseph Kabila. Mais lorsqu'il s'imagine comment il faut remplacer Joseph Kabila, et ne parlait même pas de dialogue, il ne nous disait pas par quel mécanisme ils vont choisir le remplaçant de Joseph Kabila. Ils ne le disent pas. Vous savez, madame, je crains toujours une chose. Nous sommes un pays post-conflit et nous sommes encore un pays dont la paix est encore fragile. Lorsque vous pensez enlever comme ça Joseph Kabila, ne croyez pas qu'il est un moustique, entre guillemets. Donc, si vous voulez l'enlever, vous devez avoir des muscles nécessaires pour l'enlever. Mais ce pays qui est post-conflit, dont la paix est fragile, est-ce que les gens s'imaginent l'après-Kabila? Les gens ne s'imaginent pas l'après-Kabila, puisque nous risquons de nous retrouver dans une situation plus pire que celle de 2001 ou de 1998-1999 jusqu'à 2000. Et le pays va se retrouver également au bord de l'implosion. Vous savez déjà que nous avons des rois télé, des chefs des rébellions un peu partout. Tous ces gens-là vont revenir. Nous allons faire quoi avec ce pays? Je crois que c'est dangereux. Il faut rester dans la Constitution. Donc Kabila doit être là. Il ne doit être remplacé que par un autre président élu. Il faut les élections pour le remplacer. Il n'y a pas d'autre voie, madame. Il n'y a que les élections qui peuvent permettre à ce que Joseph Kabila parte et que quelqu'un d'autre vienne. Donc vous croyez aux élections le 23 Non, j'y crois fermement. Je crois aux élections. Et chez nous, à la majorité présidentielle, comme au FCC, nous sommes résolument tournés vers les élections suivant l'instruction de notre... Mais rapidement, quand même, votre candidat, Emmanuel Ramazani Shadari, est un peu mal vu, hein? Mal vu par qui? Il paraît, bon... Vous pensez que les autres 20 candidats qui restent se sont bien vus? Hein? Chacun est mal vu, chacun aussi est bien vu. Ça dépend de là où on se situe. Dans son fief, là, dans sa province là-bas. Ah, vous voulez parler de sa province de Maniema? Maniema, oui. Où Emmanuel Shadari serait mal vu. Oui, il y a des gens qui a fait les sondages? Il est passé par là et puis il y a des gens qui lui est même qui disaient non, ne fait pas de lui. Et puis dernièrement là, madame, c'est important. À la Fikine là, il a tenu un meeting, je crois, mais bon, les gens ont déchiré même des t-shirts, tout ça. Non, s'il vous plaît, madame. Ils ont mis les t-shirts d'Emmanuel Shadari et puis après le meeting... Non, s'il vous plaît, madame, ne suivez pas ce que les gens racontent. Je crois que nous devons aller sur des bases... C'est pas qu'on suit ce que les gens racontent, mais quand même, nous avons un regard. Est-ce que je peux maintenant vous répondre? Oui. Rapidement, parce que nous allons passer là à notre première rubrique. Mais c'est important, il faut que j'insiste sur ça. Oui. Vous savez, madame, chaque personne sur cette terre a des gens qui l'aiment, des gens qui ne l'aiment pas et des indifférents. Vous et moi, la même chose. Donc, Shadari, moi, je ne peux pas avoir la prétention de dire que Ramazani Shadari Emmanuel est aimé par tous les Congolais. Non. Comme les autres candidats restants, puisqu'ils sont à 21, les 20 autres aussi ne sont pas aimés par tout le monde. Moi-même qui vous parle, il y a des candidats que je n'aime pas. Ils disent tous qu'ils vont battre Shadari. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Même Marie-Josée Foucault. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Mais je vous dis simplement, madame, que lorsque vous allez à Maniema, ou même chacun dans sa province, il ne peut pas aussi prétendre que tous les membres de sa province l'aiment. Non. Mais il serait biaisé de tirer une conclusion sur le comportement d'un individu ou de 2, 3, 4 individus. Puisque ça peut arriver que quelqu'un vienne ici, chez vous, sur votre chaîne, et dise « Moi, je n'aime pas Maman Nicole ». Mais cela ne veut pas dire que tous les personnels de Congo Web n'aiment pas Maman Nicole. Non, c'est son point de vue. Vous n'êtes pas aimé aussi par tout le monde ici. Nous le connaissons. Oui, ça c'est comme ça. Ça arrive chez tout le monde et c'est un fait social normal. Mais dire que vous avez entendu quelqu'un à la Fikine, ou quelqu'un dans la ville de Kinshasa, ou bien au Maniema, ou quelque part ailleurs, dire que non, moi je ne suis pas d'accord que Shadari Ramazani soit mon candidat, je crois que c'est son point de vue tout à fait légal et tout à fait démocratique, il faut savoir le respecter. Mais à côté de lui, rassurez-vous qu'il y a des gens qui aiment bien Ramazani Shadari. Il y en a toujours. Et je sais qu'ils sont nombreux dans son Maniema. Qui va remporter Ils sont nombreux dans les élections. Ok, pendant qu'on parle élections, Monsieur Dieudonné Mounze, la situation sécuritaire dans l'Est du pays reste déplorable. Hein. Béni est toujours endeuillé. Oui, qu'est-ce qu'il faut faire pour en finir avec cette situation? Il faut avouer que la situation à Béni et même dans l'ensemble de l'Est du pays est presque volatile, hein, tous les jours. C'est pour cela que j'ai parlé d'une paix fragile jusque-là, en République démocratique du Congo. Cette partie qui avait été secouée depuis les années 1994, avec les arrivées massives, les vagues d'arrivées massives de nos amis ou nos frères du Rwanda, avec la mort de Biarimana.
pratiquement ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Avec les rébellions qu'il y a et puis notons qu'il y a Ebola aussi qui sévit là-bas dans l'Est. Oui, je vais revenir sur la maladie, ça il s'agit d'un fait naturel. Mais vous avez aussi les rébellions de l'Ouganda avec les ADF qui posent problème. Il est vrai que la situation est pratiquement volatile et la paix est très fragile à l'Est du pays. C'est pour cela que nous disons ceci. Nous disons que le comportement de nous politiques, puisque comme vous savez, beaucoup d'aspects de la vie d'une nation, ça dépend également de l'évolution politique d'un pays. Lorsque la politique n'évolue pas normalement, vous avez des problèmes pratiquement sur beaucoup d'aspects de la vie nationale. C'est pour ça que nous disons toujours que nous devons être assez matures politiquement, nous acteurs politiques d'abord, puisque c'est pour ça que nous nous appelons leaders. Nous devons guider la population, faire en sorte que nous ne puissions pas rendre fragile cette épée qui a été chèrement acquise. Que nous puissions faire un effort pour sécuriser nos populations, d'abord en créant l'entente parfaite entre nous en tant que politiques. Ce n'est pas dit que nous allons être dans une même famille politique, non. Chacun est dans son camp, opposition ou majorité, mais que nous ne puissions pas donner l'occasion aux ennemis de cette nation ou de cette république de venir fragiliser la république. Je crois que c'est malheureux. Oui, M. Dieudonné mais dans un communiqué signé par les commandants du secteur des opérations Sokola 1, FRDC accuse les politiques d'instrumentaliser les milices. Donc finalement, ce sont des politiques qui je l'ai dit en demi-mot. Je l'ai dit en demi-mot. Vous savez, quand vous êtes à Béni, moi je parle avec des amis de Béni, des frères et sœurs de Béni. Je partage énormément avec eux très souvent. Et beaucoup de choses qui arrivent là-bas, et nombreux vous disent carrément que la guerre n'est pas à Béni, la guerre vient de Kinshasa. Ils nous le disent ouvertement. Il s'agit des politiques qui tirent les ficelles. Puisque nous disons toujours à qui profite toutes ces tueries qui se passent à Béni. À qui profitent toutes ces tueries? Nous nous demandons toujours, mais nous nous rendons compte qu'il y a des fils de ce coin-là. Nombreux sont dans les groupes armés, comme nous le disons, puisque moi j'ai prodigué même des conseils à certains amis pour dire nous devons éviter d'avoir des groupes armés, puisque les groupes armés ne viennent pas créer la paix, mais viennent créer l'insécurité. Mais vous avez aussi des hommes politiques qui sont à l'intérieur du pays, comme à l'extérieur de ce pays, mais qui tirent le ficelle à distance pour prouver à la face du monde que voilà, le pouvoir en place n'a pas pu maîtriser tel aspect ou tel autre aspect. Il faut que nous puissions venir pour neutraliser. Là, vous parlez de quelle politique là? Les politiques de l'opposition? Je parle de politique de l'opposition. C'est vous, les dirigeants, qui n'arrivez pas à maîtriser. S'il vous plaît, madame, vous pensez que dans une maison, s'il vous plaît, je termine par un exemple. Vous pensez que dans une maison, c'est une illustration, le papa et la maman peuvent insécuriser ses propres enfants. Le papa ou la maman. Ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Ils sont parents de ces enfants, ils doivent les protéger. Nous sommes le pouvoir choisi par ce peuple. Depuis 2006 et jusqu'à ce jour. Et vous pensez que nous devons encore nous retourner contre ce peuple? Si ce sont des enfants adoptifs, peut-être qu'ils ne peuvent pas sécuriser. Du moment qu'on a choisi d'élever les enfants, dans une famille, on doit savoir les aimer. Si on ne les aime pas, c'est qu'on n'a pas choisi de les élever, il faut trouver un autre mot. Merci beaucoup, le message est passé. Je crois que nous aimons bien le peuple en tant que pouvoir, que Goma, et nous travaillons dans le sens vous allez vous mettre d'accord les politiques pour mettre finalement fin à cette agression. Il faut qu'on se mette d'accord, puisque dès que la crise politique sera résolue, c'est pourquoi nous avons besoin des élections pour débloquer les choses. Il faut avoir les élections, il ne faut pas penser à autre chose. Ok, nous allons passer à notre première rubrique maintenant, la Libre Info, et nous reviendrons juste après. Selon ce communiqué, l'agence humanitaire OCHA parle de plus de 257 000 Congolais expulsés de l'Angola entre le 1er et le 15 octobre. Ces structures rapportent également que la majorité d'entre ces expulsés sont rentrés par le poste frontalier du territoire de Chikapa au Kasaï et souhaitent poursuivre leur voyage à l'intérieur de la République démocratique du Congo. Cette agence s'inquiète des violences dont ces personnes ont été victimes ainsi que leurs conditions de vie actuelles. Elle indique que le besoin en transport est urgent. Les personnes expulsées ont aussi besoin d'eau, de soins de santé d'urgence, d'abri et de vivres.
Ocha souligne par ailleurs que les zones d'accueil ont une capacité insuffisante en fourniture d'eau et en soins de santé. Cette structure annonce pendant que l'assistance est en cours de mise en place à Kamako, au Kasaï, malgré les capacités limitées et le nombre réduit d'acteurs humanitaires présents dans la zone. Pour sa part, le HCR appelle les autorités congolaises et angolaises à travailler conjointement pour assurer que le mouvement de population est ordonné et sécurisé. Cette agence onusienne rapporte que sans la coopération entre les deux pays, le retour des expulsés pourrait déclencher une crise humanitaire dans la région du Kasaï. Pour venir en aide aux expulsés d'Angola, l'Organisation internationale pour les migrations dit avoir fourni une aide humanitaire à 3000 personnes depuis le 11 octobre dernier. Elle lance cependant un appel d'1 million de dollars américains en vue de répondre aux besoins les plus urgents. Ok, des retours sur ce plateau. Monsieur Dieudonné Mwende, conflit dans l'Est, prix Nobel Dr Denis Mukwege. Au moins, à travers ces prix, le monde est sensibilisé, enfin pour résoudre la question de l'Est. Hein. Bon, c'est peut-être ça la prétention que beaucoup ont. Hein. Vous savez, les gens ont suivi les honneurs qui ont été jetés sur notre compatriote, Dr Denis Mukwege. Et nous étions tous contents d'ailleurs, en commençant par son gouvernement, c'est-à-dire le gouvernement de la République. Et je crois que les messages ont fusé pratiquement de partout pour remercier, reconnaître les honneurs qui ont été accordés à notre compatriote. Rappelons qu'il s'agit d'un médecin d'un hôpital officiel de l'État à Panzi. Je crois qu'il est même médecin directeur de cet hôpital. Et il a été reconnu comme médecin spécialiste gynécologue, surtout dans la résolution des problèmes de violation des mamans à l'Est. C'est comme nous venons de parler, c'est à cause de ces agressions. Oui, tout à fait. Ce prix Nobel, je crois que ça nous va tout droit au cœur, nous tous, Congolais, en tant que Congolais, de pouvoir également ressentir. Mais apparemment, au plan national, non, les prix Nobel n'ont pas été vraiment honorés. Je termine. Alors, je crois que c'est ce que nous avons tous ressenti. Mais nous disons simplement à la majorité présidentielle que quand il y a un malheur qui s'abat sur une partie de la population congolaise, nous devons taire nos divergences politiques et surtout éviter de politiser ce genre de faits. Puisque ce que Dr Mukwege pose à l'Est, dans cet hôpital, il s'agit des actes humanitaires. Il pose ces actes à l'endroit de ces mamans qui sont congolaises. Donc c'est normal. Ces mamans qui sont et de la majorité, et de l'opposition, et de la société civile. Donc il s'agit des actes humanitaires. Mais lorsque nous, les politiques, à partir de Kinshasa, ou de quelque part sur cette étendue nationale, que nous puissions récupérer ces genres d'honneurs qui sont accordés à notre compatriote pour penser que il faut matraquer le pouvoir, je crois que c'est là où nous forçons. Non, c'est parce que certains... c'est là où nous forçons. Les réseaux, et là, c'est ce que nous déplorons. Écoutez, M. Mwende, dans les réseaux sociaux, quand même, certains de la majorité présidentielle n'ont pas bien salué quand même ces prix. Madame, c'est la mauvaise foi, tout simplement. Je vais le redire combien de fois. Quelqu'un de la majorité qui est sur un réseau social, qui donne un point de vue personnel, en quoi ce point de vue engage la majorité présidentielle? Tout le monde ne parle pas au nom de la majorité présidentielle. Il y a des personnes qui sont attitrées pour parler au nom de cette majorité présidentielle. Mais comme je vous ai dit toujours, nous sommes dans une société humaine. Tout le monde ne peut pas aimer tout le monde. Donc il y a toujours des gens qui aiment tel, il y a des autres qui disent non, moi tel ne me plaît pas. Donc si quelqu'un le dit, peut-être puisque Denis Mukwege ne le plaît pas, c'est son problème. Mais moi j'ai dit que Denis Mukwege ne doit pas se laisser entraîner dans la politisation de ces actes qui sont purement humanitaires. Il doit éviter de politiser ces actes. Ce sont des actes purement humanitaires. Il doit rester dans les faits sociaux, rester dans ces actes purement qui concourent au bien-être de nos mamans et n'est pas trop... Rapidement, la francophonie à la rwandaise, Louise Mushikiwabo comme secrétaire générale, est-ce une triomphe pour l'Afrique? Comment l'avez-vous analysé rapidement?
Non, rapidement, il faut dire que pour l'Afrique, c'est quand même un triomphe. Il faut dire ça ouvertement. C'est une première fois qu'un Africain. Avoir quand même ce poste-là, nous avons vu des Africains passer à la francophonie, mais lorsque nous avons surtout une dame comme vous qui passe pour diriger la francophonie, en dehors de ceux-là que nous avons vus comme les Boutros, Gallier, les Sissi, bon, maintenant que c'est lui, je crois qu'il faut quand même reconnaître ça. Il faut reconnaître cet honneur qui est fait à la femme africaine. Donc, je crois que là, il y a eu des inquiétudes pour beaucoup des Congolais par le fait que la République démocratique du Congo se trouve dans une bonne position, des pays qui ont la langue française en partage et avec la France, mais les gens pensaient que ça ne pouvait pas être le Rwanda, il fallait que ça soit par exemple d'autres pays comme la République démocratique du Congo. Je crois qu'il y a un temps pour tout, puisque dans les exigences pour occuper ce poste, on n'a pas dit que l'on voit les taux de parler le français. Non, c'est le fait qu'un pays est membre de la francophonie et il peut briguer ce poste de secrétaire général. Ok, l'Angola, on va passer. L'Angola a expulsé nos compatriotes de manière inacceptable, mais la RDC se refuse d'appliquer le principe de réciprocité. Non, la RDC est déjà dans la logique du principe de réciprocité. Mais nous ne devons pas être sauvages puisque nous avons vu l'expulsion des autres de manière sauvage. Non, la République démocratique du Congo est un pays civilisé, c'est un pays respectueux des droits de l'homme, donc nous faisons la réciprocité plutôt dans les limites de la réciprocité, telle que recommandée par le droit international. Mais nous n'allons pas faire la barbarie, nous n'allons pas faire l'esprit sauvage. C'est ainsi que le gouvernement de la République a levé l'option pour dire dans les 2 mois qui suivent, je termine, dans les 2 mois qui suivent, tous les compatriotes, disons les étrangers qui ne sont pas en ordre avec les lois du pays, doivent se mettre en ordre. Donc on leur donne même l'ultimatum de 2 mois. Et à l'issue de ces 2 mois, si on trouve qu'il y a des étrangers qui ne sont pas encore en ordre, ils doivent eux-mêmes décider de rentrer directement, mais à défaut de cela, ils seront expulsés. Je crois que ça s'est fait partout. Et l'Angola, ce qu'il a fait n'est pas mauvais. Mais le problème, c'est la forme. La forme. Lorsque les Congolais ne sont pas en ordre en Angola ou ailleurs et qu'on décide de les expulser, c'est normal. Mais on doit informer le pays d'accueil ou le pays d'origine. Mais ça se passe toujours comme ça, même. C'est ce qui est malheureux. C'est ce qui est malheureux. Les Congolais ne sont pas respectés. C'est une pratique récurrente qui est malheureuse. C'est une pratique récurrente qui est malheureuse. Ça s'est fait au Congo-Brazza ici, ça s'est fait aujourd'hui en Angola, ça peut se faire ailleurs, mais nous disons que ce n'est pas bien. Même en Europe, ça s'est fait également. Nous avons été surpris de voir nos compatriotes à l'aéroport de Dili. Oui, donc c'est vous dire que ce sont des pratiques mauvaises et nous devons rester dans la loi et nous devons rester dans les accords. Lorsque un compatriote ou bien un étranger n'est pas en ordre avec les lois de votre pays, informez le pays d'origine pour qu'il soit expulsé et que le pays d'origine puisse l'accueillir. Puisqu'il ne faut pas le pousser à la mort, ce n'est pas une infraction qui mérite une peine de mort. Merci beaucoup, M. Dieudonné Moïse. Seul face au miroir, tout de suite, êtes-vous d'avis que la RDC va bien? Je peux vous dire sincèrement que la RDC ne va pas mieux. Mais la RDC va bien. Je crois qu'il y a une nuance. La RDC va bien, et va même bien qu'il y a 17 ans, 18 ans, 20 ans. Et je me rappelle bien que dans un passé récent, si vous faites demi-tour 18 ans en arrière ou 20 ans en arrière, vous vous rendrez compte que la RDC n'était pas comme ce qu'elle est aujourd'hui. Donc la RDC va bien, mais la RDC a beaucoup de difficultés. Il y a beaucoup de pesanteurs qui tirent la RDC vers le bas, et surtout les problèmes politiques, la crise politique, mais aussi la convoitise de nos voisins, la convoitise des impérialistes étrangers, mais aussi la convoitise des multinationales, des sociétés étrangères qui généralement n'aiment pas les Congolais, mais aiment simplement la République démocratique du Congo. Et qui font tout pour venir pratiquement gérer le pays par des voies qui ne sont pas recommandées. Donc la RDC va bien puisque lorsque je visite la RDC, nous sommes cette fois-là en 1994, la RDC n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui.
Rappelez-vous, après les pillages, c'est ce qu'on a connu dans ce pays, de 91, de 92. Lorsque je visite la RDC en 1998, une année après l'entrée de l'AFDEL, ce pays n'était pas ce qu'il est aujourd'hui, il était pratiquement au bord de l'implosion. Je me rappelle que ceux qui étaient à Goma ne pouvaient pas venir à Kinshasa, ceux qui étaient à l'Équateur, à Badolité ou bien à Bandaka ne pouvaient pas venir facilement ici à Kinshasa ou même aller facilement à Lubumbashi. Donc je crois qu'aujourd'hui, pas simplement que nous avons ces aspects de la paix ou de la cohésion nationale, mais nous avons aussi des problèmes purement économiques. Aujourd'hui, nous parlons bien du salaire des travailleurs. C'est un salaire maigre, certes, mais il faut vous rappeler qu'en 1998 ou en 1994, le salaire n'était pas celui que l'on voit ici lorsqu'on l'aligne derrière la monnaie forte qui est par exemple le dollar américain. Voilà, de retour sur ce plateau, Monsieur Dieudonné Mwenze, donc je vous ai vu là face au miroir, vous avez quand même été sincère, hein? Vous avez dit que le pays va bien. Je suis souvent sincère. Pas mieux. Là, je vous crois en tout cas, hein, donc il ne faut plus importuner Monsieur Dieudonné Mwenze, parce qu'il est vraiment sincère et ce n'est pas un fanatique. Voilà, avant de... Nous sommes déjà presque arrivés à la fin de l'émission, mais vous allez quand même nous dire, nous allons un peu parler du phénomène Oudjana, Kuluna. Est-ce qu'il faut s'attaquer aux causes ou aux conséquences rapidement? Ces deux phénomènes, Oudjana comme Kuluna. Kuluna aussi, j'aimerais aussi ajouter, parce qu'il y a des enlèvements aussi, hein, avec le taxi jaune, tout ça, ça continue. Oui. Donc on ne sait plus quoi faire. Je vais parler des enlèvements après, je parle d'abord de ces deux phénomènes similaires. Oui. Qui touche pratiquement la jeunesse congolaise et surtout la jeunesse quinoise. Lorsque l'on parle de Oudjana, on parle de Kuluna. Je crois que ce sont des phénomènes déplorables. Et je l'ai dit toujours qu'il faut condamner ce genre de phénomènes. C'est vrai, nous sommes dans une crise, mais ça ne peut pas être justifié à cause de la crise. Ce sont des phénomènes qui débordent même le comportement normal face à la crise. Imaginez-vous que les Congolais et les Quinois sont tués doublement. Ils sont tués physiquement, puisqu'il y a le phénomène Kuluna, on blesse les gens tous les jours, on les tue, mais ils sont également tués spirituellement par le phénomène Oudjana. Donc vous comprenez que le Congolais n'est plus vivant, le Congolais quinois n'est plus vivant par le fait que spirituellement il est tué par les Oudjana et physiquement il est tué par les Kuluna. Je crois que c'est un phénomène qu'il faut nécessairement endiguer. Et c'est vrai que les services de sécurité se penchent là-dessus, mais je crois qu'il faut des méthodes draconiennes, il faut des mesures très sévères pour décourager. Et je crois que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Il y a un temps, on a parlé de manière sérieuse des phénomènes Oudjana, mais aujourd'hui, on en parle de moins en moins. Il y a peut-être le phénomène Kuluna, puisque là, vous comprenez que c'est essentiellement des jeunes gens, garçons, qui sont encore beaucoup plus téméraires, qu'il faut utiliser des méthodes draconiennes pour nécessairement les maîtriser. Nous ne pouvons pas accepter ce genre de comportement dans notre société. Par rapport aux enlèvements, la mesure qui a été prise dernièrement pour peindre les taxis, mais taxi jaune, rapidement, on va parler un peu d'Ingala, et ça, il n'a pas l'autre côté, parce que j'ai dit tantôt que l'émission était bilingue, mais on a fait que parler français. C'est-à-dire, je vais parler quand même avec mon mauvais Lingala. Nalobi Boye, la mesure qui a été prise à Kolobano, il faut tout y a langue jaune, n'a taxi appelé communément Ketch, et ça vraiment mesure moko ya malamu. Je crois que c'est ce qui s'est fait aujourd'hui. Mais etikalika ke loko moko ya muke. Et loko moko ya muke zani. C'est-à-dire le fait que bâti langue ya jaune, ça ne suffit pas pour sécuriser les Quinois et les Quinois. Il faut même par identification, ça ne suffit pas. Je crois qu'il faut aller jusqu'à très loin, puisque nga moko na connaîtra les situations où on a collègue nanga de service, bah on les vaille, c'est une femme, bâti kaye quelque part na Villawa, mais le fait que le taxi Ketch avait des vitres teintées. La collègue est entrée normalement dans le taxi, croyant que c'était un taxi normal, mais là-dedans, elle s'est rendue compte qu'il y avait des brigands, et vite, les vitres ont été montées. Donc, il ne faut pas simplement que tu aies langue, couleur, il y a taxi, mais il faut aussi que il y a teinté, il y a vitre, taxi de transport. Côté va vitre teintée, puisque moi je ne vois pas qui on va protéger là-dedans. C'est pour ça que Nakoki ko senga service à sécurité na général Kasongo ya ville à Kinshasa. Basa la effort en dehors ya peinture jaune, basa la effort balongo la ba taxi non cezar na ba vitre teintée pour que lorsque
chauffeur amemi ba client na kati ya taxi mais tango azo tambola ba tunyo so bazo mona ba client baza banani baza combien mais lorsque que bazo mona bangote le malheur peut toujours arriver. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Une proposition rapidement pour le développement de notre pays, monsieur Dieudonné Mwenzé. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que vous avez des pistes de solutions pour sortir notre pays? Oui, peut-être que l'émission ne va pas nous permettre de développer des stratégies pour développer. Déjà à la fin là, oui, on ne peut pas développer des stratégies pour le développement harmonieux de ce pays. Rapidement, ce qu'on peut dire simplement, c'est qu'il faut d'abord solutionner la crise politique actuelle. Il faut sortir de cette crise. À ce moment-là, on peut s'attaquer à d'autres aspects. Et en plus de cela, il faut nécessairement la bonne gouvernance. Il faut qu'il puisse y avoir une gouvernance normale pour que les gens comprennent qu'on ne peut pas prendre les biens bibliques comme si c'était son bien personnel. Mais aussi, il faut punir. Et nous le disons tous les jours, il faut que les gens comprennent que la justice élève une nation et que la punition corrige beaucoup de gens. Mais ce qu'il faut ajouter aussi, c'est que nous-mêmes, les Congolais, nous devons changer. Il ne faut pas nécessairement attendre qu'on soit puni pour dire qu'il faut développer le pays. Le développement, c'est aussi la mentalité, le comportement et le moral de chaque habitant de ce pays. Ben voilà, c'est la fin. C'est vrai que nous avons vraiment débordé. Bon, sorry. C'est la fin. On a tellement de choses à dire. Ben voilà, c'est la fin de cette émission. Je rappelle que je recevais pour vous ce soir monsieur Dieudonné Mwenzé, qui n'est même plus à présenter. Il est membre du Conseil national du PPRD et communicant de la majorité présidentielle. Monsieur Dieudonné Mwenzé, en tout cas, merci d'être venu. Merci madame, ça a été un plaisir. Et ben voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir et à samedi prochain pour un nouveau numéro.